Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Julien qui a quitté son emploi il y a maintenant presque un an pour se lancer dans la location courte durée et pour vivre de sa location courte durée. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment il a fait pour quitter son job et vivre de sa location courte durée. Il va également nous expliquer son projet d'ouverture d'une conciergerie. Donc, bienvenue à toi, Julien, sur la communauté Automatique BNB. Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu es déjà assez présent sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené déjà à faire de la location courte durée, nous expliquer depuis quand tu en fais et qu'est-ce qui a amené aussi à ce que tu quittes ton job pour en vivre? Alors, j'ai commencé à investir en 2016. En 2016, je comptais à la base faire de la. Donc, j'étais ingénieur en programmation industrielle. J'étais expatrié en Afrique pendant une dizaine d'années. J'ai commencé en 2016 à investir dans un petit studio sur Montpellier. À la base, je comptais faire la location étudiante à l'année. En attendant la rentrée scolaire, j'ai voulu tester le Airbnb. Je connaissais pas du tout le Airbnb. J'avais mis un prix qui était. J'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, je vais d'abord mettre un prix haut et puis baisser petit à petit le prix. D'ailleurs, j'avais mis le prix vachement haut parce que j'étais pas encore prêt psychologiquement à le louer. Je m'étais dit, voilà, comme ça, il va pas être loué dans les prochains jours. Et j'ai eu direct une réservation d'un mois et demi. Je fais waouh! C'était un studio. Le loyer mensuel d'un studio dans ce coin-là, c'était 450 € par mois. J'ai eu une réservation d'un mois et demi, quasiment à un peu moins de 2 000 €. Je sais plus, 1 500 € à peu près. Je me souviens plus, c'est loin. J'ai fait waouh. J'ai dit, c'est énorme, quoi. Je n'étais même pas prêt à le louer, donc j'étais pris un peu de cours. Je suis vite allé finir la petite déco chez la Jiffy. J'ai mis un cadre et c'est parti de là. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme. Et, euh, et petit à petit, voilà, donc j'en ai fait un, donc qui restait tout le temps en Airbnb. 6 mois après, mon banquier m'a dit, bon, Julien, on en fait un deuxième. Donc moi, pour moi, déjà un, c'était énorme. Dans mon cercle d'entourage, les personnes, la plupart n'avaient pas d'appartement. Donc j'avais déjà l'impression, waouh, j'ai déjà un appartement. J'avais 25 ans à l'époque, 27 ans. J'en ai acheté un deuxième. Ça a cartonné aussi. Euh, donc je me suis, et puis ça paraissait tellement facile. Et au début, je suis resté à deux. Je me suis dit, bon, bah, c'est énorme, deux appartements, c'est énorme. Je me disais, dans 20 ans, ça va me faire 1 500 € par mois de rente. J'ai commencé ensuite à fréquenter un peu les, euh, les, euh, les apéros immobiliers, les groupes. J'ai rencontré à l'époque Joël Benamou du Mastermind Immobilier qui m'a parlé de ses 50 biens. Et là, j'ai fait, waouh! Moi qui pensais avec deux biens, je pensais que c'était l'apothéose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas grand-chose et que on pouvait facilement enchaîner. Et c'est là que j'ai commencé à enchaîner. Donc là, j'en ai 8 sur Montpellier. Donc j'en ai acheté un par an, puis un tous les 6 mois, puis par deux. Voilà, donc là j'en ai 8 sur Montpellier. Ça me fait un patrimoine à peu près de 900 000 euros. Donc pas net, hein, c'est à crédit. À côté de ça, ensuite, je me suis plutôt associé. Donc on a monté notamment une foncière avec le mastermind immobilier où tu es rentré avec nous d'ailleurs. On a acheté 4 millions d'immobilier, 4 millions d'euros d'immobilier. Puis là, je commence à monter des SCI avec plusieurs personnes pour continuer d'investir. Ok, déjà, super effectivement parcours. Effectivement, c'est dans la foncière que j'ai appris à te découvrir et appris à te connaître. Est-ce que tu peux nous dire justement à peu près combien de, alors je sais pas, soit en salaire ou soit en cash flow, tu arrives à dégager avec ces 8 logements qui sont en location courte durée actuellement à Montpellier? Là, je suis à peu près, alors j'ai fait le calcul dernièrement, je crois que j'étais à 3 000. Là je dois être à 3 500 € net de cash flow. Je me suis compensé mon ancien salaire.
Alors, pas totalement, mais voilà, ça me permet en tout cas actuellement de vivre sereinement de mes locations Airbnb. Et comment tu fais pour gérer justement ces 8 appartements? Est-ce que comme tu n'as plus d'activité professionnelle à côté, est-ce que tu passes énormément de temps dessus? Est-ce que tu as délégué des choses? Est-ce que tu as automatisé des choses? Comment toi, tu gères cette activité? J'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai fait entre guillemets l'erreur de débutant de tout le monde, à vouloir faire le radin au début, à vouloir ne rien déléguer, à vouloir faire les ménages. Et ça, je vous déconseille parce que ça peut clairement vous dégoûter du Airbnb. Donc, j'ai très vite automatisé. À partir du deuxième bien, j'ai tout automatisé. Je pense comme toi, tu sais faire, hein. Euh, donc, j'ai tout essayé de optimiser, de programmer des actions automatisées, des messages. Je suis passé par un channel manager et c'est ce qui m'a permis de me dégager du temps. Moi, j'étais en Afrique. J'étais 2 mois par an en France. J'avais pas le temps de passer le peu de temps que j'avais en France. J'avais pas le temps de le passer sur mes appartements. Donc j'étais obligé d'automatiser à fond. Et donc là, ce que tu nous dis, c'est que même quand tu étais en Afrique, tu arrivais à gérer à distance l'ensemble de tes biens. Ouais, ouais, ouais. Ok. En plus, j'avais la malchance d'avoir une très mauvaise connexion à Internet là-bas. J'étais au fin fond de la brousse, donc j'avais pas toujours accès à Internet. Il n'y avait pas la 2G, la 3G. C'était donc ouais, tout était des fois, j'avais même pas accès. S'il se passait quelque chose dans un appartement, j'avais même pas accès, mais tout était goupillé avec des séquences de messages automatisés. Alors moi, j'envoyais toutes les informations aux locataires, comme ça, ils avaient plus de questions. Vraiment, je m'étais cumulé toutes les questions que j'avais pu avoir en temps normal. Je leur donnais toutes les réponses. S'ils m'appelaient, c'était vraiment qu'il y avait un souci dans l'appartement, une fuite d'eau, quelque chose. Ok, tout à l'heure, tu parlais un peu des tarifs, en tout cas quand tu t'es lancé dans la location courte durée, que tu avais mis un tarif très élevé en pensant que ça allait jamais se louer. Aujourd'hui, comment tu fais tes tarifs? Tu les gères toujours tout seul? Est-ce que tu les as automatisés avec des systèmes comme PriceLabs? Est-ce que tu l'as délégué? Comment tu gères ça aujourd'hui? Alors, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Maintenant, j'utilise un PriceLabs qui fait du revenu management. J'ai utilisé au début la tarification intelligente d'Airbnb. Je vous déconseille. C'est en faveur d'Airbnb, c'est pas en votre faveur à vous. Ils vont d'abord regarder avec des algorithmes, en priorité ceux qui utilisent que Airbnb déjà. Donc si vous avez un channel manager, vous allez plus dans leurs fidèles clients. PriceLab, j'étais très étonné. J'ai commencé à l'utiliser il y a moins de 6 mois. Ça m'a mis des prix alors, qui étaient assez. Je me suis dit non, ça va jamais partir à ce prix-là, c'est pas possible. C'est complètement déconnant. Et c'est parti à ce prix-là. Et là, j'ai dit putain. Donc maintenant, ouais, maintenant, je suis un fervent partisan de PriceLab, par exemple. Ok. On va parler un peu de choses qui fâchent. Tu disais tout à l'heure que tu faisais de la location courte durée sur Montpellier. Il y a des contraintes qui ont été mises en place par rapport à Airbnb. Est-ce que d'une part, tu peux nous les rappeler et puis nous dire comment tu vas essayer de trouver une alternative, une solution par rapport à ces contraintes? Ouais, donc effectivement, Montpellier, comme beaucoup de villes d'ailleurs, beaucoup de villes tendues, une réglementation a été mise en place. Donc dans toutes les villes, c'est un peu différent. Donc il faut se renseigner. Nous, Montpellier, on a le droit. Alors, on a le droit sans compensation. Avec compensation, on oublie, c'est plus du tout intéressant. Sans compensation, on a le droit en nom propre à une demande qui est valable pendant 3 ans, renouvelable une fois. Grosso modo, on peut mettre un appartement à Airbnb pendant 6 ans. Donc moi, j'en avais 8. Sur le coup, je me suis pris, en plus je venais de quitter mon boulot récemment, je me suis pris une grosse claque, hein. Je me suis dit, waouh, j'ai pris le risque de quitter mon boulot pour vivre de mes Airbnb, comment je vais faire? Donc il y a eu la première phase où tout le monde a crié au loup, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, c'est la fin. Et après, je me suis dit d'expérience, à chaque fois qu'il y a eu des périodes compliquées où tout le monde crie au loup, généralement il y a des opportunités qui se créent. Je prends l'exemple pendant le Covid où tout le monde a crié au loup, tout le monde a dit la LCD c'est fini, tout le monde s'est arrêté de louer sur Airbnb. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous.
J'ai jamais fait autant de cash flow pendant le Covid. Voilà. Voilà, je vous ai remercié. Euh, Là, c'est pareil. Pour moi, tout le monde est en train de crier au loup, tout le monde est en train de se dire faut arrêter la LCD, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La demande ne va pas chuter, hein. La demande est en perpétuelle croissance. Donc, ça va faire un tri drastique, hein. C'est-à-dire tous ceux qui faisaient ça en loueur du dimanche ou qui faisaient ça de manière pas professionnelle ou pas dans les règles vont se prendre une gifle. Ça va filtrer du monde. La balance de l'offre et la demande va être en déséquilibre complètement. Donc, les prix vont monter. Donc, ceux qui vont faire les choses proprement, dans les règles, qui vont avoir les bons outils, eux vont faire beaucoup de cash. Ça, c'est vraiment. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment faire pour être parmi ceux qui vont rester dans le game. Donc, voilà. Maintenant, je vois ça plutôt comme une opportunité de. Il faut être parmi ceux qui vont continuer, qui vont rester dans le game légalement, hein, légalement. Faut surtout pas se mettre hors la loi parce que les sanctions sont très sévères. Se faire effectivement épauler par des personnes qui savent faire. Donc, nous, typiquement, à Montpellier, voilà, on sait qu'on a droit à un bien, il faut bien choisir son bien. Si tu fais du Airbnb, il ne va pas faire un appartement qui va te sortir 1000 euros de chiffre d'affaires. Va chercher l'appartement qui va te sortir 3000 euros, par exemple. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais sélectionner l'appartement qui va me sortir le plus de cash. Il y a l'astuce des locaux commerciaux. Donc, les locaux commerciaux, ça reste une petite niche qui n'est pas trop exploitée. Avec des pincettes, parce qu'on peut pas transformer, on peut pas faire du Airbnb dans n'importe quel local commercial. Donc, il faut quand même euh, se renseigner, aller voir l'urbanisme, bien lire le PLU. Si on n'est pas sûr, aller rencontrer un œil expert qui va vous conseiller. Mais voilà, il y a encore des solutions. Encore faut-il avoir les bons outils et se faire bien conseiller. Et toi, justement, là, enfin, à Montpellier, on a jusqu'à quand là pour faire cette bascule? C'est-à-dire, par exemple, pour toi, de choisir l'appartement le plus rentable et puis de remettre sans doute en location classique ou revendre l'ensemble du reste de ton parc immobilier. Tu as jusqu'à quand pour faire ça? Alors, la bascule, c'est au 8 juillet. Le 8 juillet, tu dois être mis en conformité. Airbnb, de toute façon, supprime automatiquement les annonces qui ne sont pas en règle, hein. Donc, il faut que tu aies un code de l'urbanisme que tu mets ensuite sur Airbnb. Tant que tu n'as pas mis ce code, Airbnb ne t'autorise pas à mettre une annonce. Donc, tous ceux qui faisaient ça un peu à l'arrache, eux, sont balayés direct, hein. Désolé pour eux, ils vont être balayés direct. L'avantage, ceux qui regardent ta chaîne sont quand même bien conseillés. Donc, je pense que tu sauras justement les aiguiller comment faire pour pas se faire balayer du revers. Donc, vous êtes déjà sur la bonne chaîne. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, effectivement, oui, c'est important, comme tu disais tout à l'heure, de faire les choses légalement, parce que quoi qu'il en soit, si on veut faire les choses en contournant la règle, au bout d'un moment, on va se faire attraper et Ouais, ça va vous coûter très cher. Donc, c'est pour ça aussi ouais. que c'est super intéressant d'échanger avec toi parce que ben, tu es en train de vivre la situation et donc tu as mis en place des stratégies, tu as réfléchi. Je pense que tu as réfléchi à toutes les opportunités possibles, tu as posé le pour et le contre. Et parmi ces opportunités, tu me disais que tu allais ouvrir aussi, ou tu l'as peut-être déjà ouvert, une conciergerie sur Montpellier, c'est ça? Voilà, donc moi, le but, ce que je vais faire, donc grosso modo, dans les villes tendues, ce que je remarque, c'est que tant que tu n'as qu'un bien en nom propre, tu es tranquille. Tu es tranquille. Alors, pendant combien de temps, tu sais pas trop, mais au moins pendant 3 ans. Ce qui est bien avec le Airbnb, c'est qu'on fait tellement de cash flow que tu peux rembourser. Si tu touches pas ton cash flow, ton bien, tu peux potentiellement le rembourser en 5 ans. Donc, si on m'autorise au moins pendant 3 ans à faire du Airbnb, ça me va, c'est OK. Ça reste un bon investissement. Donc là, le but, ça va être d'aller dans différentes villes, de me diversifier géographiquement avec un bien. Donc, je sais que je suis tranquille. À chaque fois, un bien où je sais que je vais faire beaucoup de cash flow. Le problème que je vais avoir, par exemple, c'est que le Airbnb, c'est bien quand on mutualise. Si tu es tout seul, tu n'arriveras jamais à avoir une femme de ménage qui sera disponible pour toi à n'importe quel moment. C'est impossible. C'est tout l'intérêt de mutualiser ou de se créer une petite conciergerie à plusieurs ou si je me retrouve avec un bien, je ne pourrais plus du tout mutualiser. Donc, j'ai longuement réfléchi comment faire, parce que si je me prends un bien dans chaque ville, ça va être très compliqué pour moi de mutualiser.
Donc, je suis en train de lancer une petite conciergerie, vraiment petite, avec une dizaine, quinzaine de personnes, une dizaine, quinzaine de biens, où je pourrais mutualiser les frais de ménage, les techniciens multiservices, tout cette petite stratosphère que j'avais avant avec mes propres biens, les mettre en place. Je suis en train d'aller dans différentes villes, à Marseille, donc je vais dupliquer, les personnes vont me suivre pour aller à Marseille, pour aller à Nîmes, pour aller à Lyon. Et donc je proposerai de l'accompagnement, entre guillemets, clé en main, donc je pourrais trouver le bien, puis le gérer via cette conciergerie. Voilà. Donc c'est en train. Alors, j'ai déjà fait mon site, donc je pourrais le mettre euh, là en commentaire, je sais pas. Ceux qui veulent investir avec moi, en tout cas sur Montpellier, sur les villes où j'irai. Sous la vidéo, on mettra avec grand plaisir les liens pour que les gens puissent te contacter et puis tu puisses leur expliquer en intégralité le projet pour qu'ils puissent te suivre dans cette aventure. Ce sera avec grand plaisir. Et je voulais te poser une dernière question, parce que souvent, c'est des questions qui reviennent souvent quand on fait de la sous-location, de la conciergerie ou de la location courte durée avec ses propres logements. Comment tu fais pour trouver des dames de ménage? Comment, alors je reprends le terme que tu as utilisé, technicien outil service, c'est-à-dire je pense les personnes qui s'occupent de la partie maintenance de tes logements. Comment tu fais pour trouver ces personnes-là? Parce que en fait, c'est vrai, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est la partie humaine qu'on ne peut pas automatiser et, dans la partie location courte durée. Comment tu fais pour les trouver, les driver parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Effectivement, c'est le plus difficile parce que dès qu'on touche à l'humain, moi je suis comme toi, j'adore automatiser. Et un PC, c'est très maniable, hein, donc on en fait ce qu'on veut. Dès qu'on touche à l'humain, c'est toujours très compliqué, c'est toujours très touchy, voilà, c'est particulier. Trouver une femme de ménage pour un appartement, c'est très compliqué. C'est très compliqué, elle ne sera jamais disponible pour vous, ça va être très compliqué. Euh, le conseil, alors là, je vais partir du principe que vous avez déjà plusieurs appartements, deux, trois, donc vous avez quand même du boulot à lui donner, bien la payer. Bien la payer. Je dois être parmi ceux qui payent le mieux leurs femmes de ménage. Mes femmes de ménage sont très très bien payées. Euh, alors effectivement, je fais un tri assez drastique, mais celles qui bossent bien, je les paye bien, je leur donne envie de travailler. Elles sont contentes de travailler pour moi. Et je leur donne, alors ça c'est un petit bonus aussi, je leur donne un petit bonus. Dès que j'ai un commentaire 5 étoiles, je leur donne un bonus de 5 euros qui les encourage à bien travailler. Donc quand on a un bon commentaire, moi je suis content, elles sont contentes aussi. Comment je fais pour les trouver? C'est peut-être pas la meilleure méthode que je fais. Moi, c'est souvent des posts sur Facebook assez détaillés, où je leur marque je leur donne un aperçu des montants et des prestations. Et ensuite, je leur mets un lien calendrier. Et puis, j'essaye sur deux, trois jours de passer un coup de fil à tout le monde, de faire une présélection et leur faire après une période d'essai pendant une ou deux semaines. Mais c'est vrai que c'est la partie la plus délicate, hein. Et comment tu fais justement cette présélection? Quel type d'entretien tu as avec eux? Parce que c'est compliqué sur un entretien de savoir si la personne fait réellement bien le ménage. On le voit réellement que dans l'action. Comment tu te bases pour justement faire cette présélection? Alors déjà, ça va être en fonction de sa disponibilité. Mhm. Si elle est disponible, le problème c'est que si elle est trop disponible, c'est aussi louche, hein. C'est-à-dire que pourquoi elle est aussi autant disponible maintenant? Euh, je vais d'abord préférer quelqu'un qui a déjà travaillé dans les Airbnb. Dans ce cas-là, je vais lui demander qu'elle me donne les annonces où elle a bossé pour aller voir les bons commentaires. Et généralement, je reconnais si la personne, quand je lui parle d'un channel manager, si je lui parle de certains mots techniques, si elle reconnaît de quoi je lui parle, c'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe. Si elle me dit c'est quoi une boîte à clés, mais voilà, en tout cas, qu'on soit bien d'accord, c'est un peu le plus compliqué. Ça, c'est clair. Et quand vous en avez une, choyez-la, payez-la bien, ne faites pas les radins, parce que c'est surtout grâce à elle que le business va bien marcher.
Effectivement, je partage ce que tu dis, c'est-à-dire dans la partie délégation, comme tu disais, il ne faut pas faire les radins, parce qu'à un moment donné, le pas cher coûte cher. Et donc, c'est quand même le nerf de la guerre d'avoir des bonnes équipes autour de soi pour pouvoir continuer à avancer et progresser. Et donc, il ne faut pas faire les radins là-dessus, sinon, au bout d'un moment, ben, on en paye les conséquences. Donc déjà, ben, merci Julien d'avoir partagé ton expérience. J'apprécie, moi, ben, voilà, ton état d'esprit d'entrepreneur. Tu as quitté ton job euh, pour vivre de la location courte durée. Actuellement, bah, voilà, il y a eu des soubresauts à Montpellier où il y a eu des modifications de réglementation. Tu es en train de piloter et de pivoter surtout pour bah, continuer à vivre de la location courte durée. Donc déjà, encore merci d'avoir partagé cette expérience avec transparence. Et comme pour tout à chacun, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, bah, c'est l'interviewé qui va clôturer cette vidéo. Donc je vais te laisser clôturer cette vidéo. Et avant même que tu puisses la clôturer, ben, pour chacun d'entre vous qui est encore là sur la vidéo, sous la vidéo, je mettrai bien donc tous les contacts pour d'une part me contacter et surtout contacter Julien si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez suivre son projet, si vous voulez pourquoi pas participer avec lui sur son projet de conciergerie. Tout sera sous la vidéo et tout sera donné avec transparence. Donc Julien, je te laisse clôturer cette vidéo et puis ben, pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Ouais, alors je vais clôturer avec un petit conseil un peu. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, surtout pour ceux qui débutent, n'oubliez pas de facturer votre temps. N'oubliez pas de facturer votre temps. On a tendance à trop l'oublier. Un exemple tout bête, si je prends une table basse, quelqu'un qui va vous casser une table basse que vous avez acheté 50 euros, si vous lui facturez juste 50 euros, vous oubliez qu'il faut aller l'acheter, il faut se déplacer pour aller l'acheter, il faut la monter. Et tout ça, c'est du temps et on a tendance à oublier. Donc voilà, mon conseil, n'oubliez pas de facturer votre temps. Voilà. Et Je ben, vous souhaite à merci. tous un maximum de cash flow, éclatez-vous. Et en tout cas, vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Julien. À très bientôt. Ciao.